Warren Buffett a longtemps été considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Au cours de sa carrière de 8 décennies, il a été témoin de nombreux cycles économiques, de krachs boursiers et de crises financières. Ses perspectives pendant ces périodes tumultueuses se sont avérées remarquablement perspicaces, guidant ses propres décisions d'investissement et celles de ceux qui écoutent sa sagesse. Aujourd'hui, alors que nous naviguons dans les complexités économiques de 2025, Buffett sonne l'alarme sur une menace spécifique qui pourrait dévaster la sécurité financière de millions d'Américains. J'ai vécu plusieurs cycles économiques depuis l'achat de ma première action à l'âge de 11 ans en 1941. J'ai vu des bulles se former et éclater. J'ai été témoin de périodes où la spéculation était effrénée, suivie par les inévitables corrections douloureuses. J'investissais pendant la stagflation des années 1970, la crise de l'épargne et des prêts, la bulle.com, l'effondrement financier de 2008 et la perturbation économique induite par la pandémie. Chacune de ces crises avait ses caractéristiques uniques, mais elles partageaient toutes des éléments communs. Un optimisme excessif, des niveaux d'endettement insoutenables et une conviction généralisée que les règles économiques traditionnelles ne s'appliquaient plus. Lorsque ces épisodes ont pris fin, comme c'est toujours le cas, de nombreux Américains se sont retrouvés en détresse financière grave. Ce qui m'inquiète aujourd'hui en 2025, c'est que nous assistons à la formation d'une tempête parfaite qui pourrait potentiellement mener à la faillite des millions d'Américains. Il ne s'agit pas de prédire les mouvements du marché à court terme. Je n'ai jamais pu le faire, et je ne crois pas que quelqu'un d'autre puisse le faire non plus. Il s'agit d'identifier les vulnérabilités économiques structurelles qui se construisent depuis des années et qui pourraient maintenant atteindre un point critique. Je dois clarifier quelque chose tout de suite. Je reste fondamentalement optimiste quant à l'avenir économique à long terme de l'Amérique. Tout au long de ma vie, l'Amérique a fait face à d'innombrables défis et les a surmontés. Notre système économique, malgré ses défauts, a constamment démontré une résilience et une adaptabilité remarquables. Mais cet optimisme à long terme ne me rend pas aveugle aux risques à court terme importants auxquels de nombreux Américains sont confrontés aujourd'hui. La combinaison de facteurs que nous connaissons actuellement crée des dangers financiers que je crois être insuffisamment appréciés par de nombreux ménages, investisseurs et même décideurs. Aujourd'hui, je veux discuter de ce que je vois comme les menaces les plus graves à la sécurité financière des Américains. Pourquoi ces menaces sont particulièrement aiguës maintenant? Quels groupes sont les plus vulnérables et, plus important encore,
Comment les individus peuvent-ils se protéger et trouver potentiellement des opportunités au milieu de ces défis? La bulle de la dette, la ligne de faille financière de l'Amérique. Au cœur des préoccupations de Buffett se trouve le fardeau de la dette sans précédent supporté par les ménages, les entreprises et le gouvernement américain. Bien que la dette en elle-même ne soit pas intrinsèquement problématique, les niveaux et structures actuels de la dette ont créé des vulnérabilités qui pourraient rapidement se propager à une crise plus large dans certaines conditions. S'il y a une chose que j'ai apprise au cours de ma carrière d'investisseur, c'est que la dette peut être dangereusement séduisante en période de prospérité, mais dévastateur et punitif lorsque les conditions changent. Comme je l'ai souvent dit, vous découvrez qui nage nu quand la marée se retire. Eh bien, la marée du crédit facile qui a soutenu l'économie américaine pendant des années se retire maintenant et nous commençons à voir qui nage sans maillot de bain. Examinons les chiffres qui sont vraiment stupéfiants. La dette totale des ménages américains a atteint environ 18 milliards de dollars, un chiffre qui a considérablement augmenté depuis la crise financière de 2008. Cela inclut environ 12 milliards de dollars de dettes hypothécaires, plus de 1,6 billion de dollars de prêts étudiants, 1,3 milliard de dollars de prêts automobiles et plus d'1 billion de dollars de soldes de cartes de crédit. La dette des entreprises a également explosé, avec la dette des entreprises non financières dépassant les 12 milliards de dollars, soit environ 50% plus élevée qu'avant la crise financière de 2008. Et la dette du gouvernement fédéral a dépassé 35 milliards de dollars, représentant environ 125% du PIB, un niveau non observé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces chiffres seuls sont préoccupants, mais ce qui rend la situation actuelle particulièrement précaire, c'est la combinaison d'un endettement élevé avec la hausse des taux d'intérêt. Pendant plus d'une décennie, suite à la crise financière de 2008, les emprunteurs se sont habitués à des taux d'intérêt historiquement bas. De nombreuses personnes et entreprises ont pris des décisions financières basées sur l'hypothèse que ces faibles taux se poursuivraient indéfiniment. Maintenant que les taux d'intérêt ont augmenté de manière significative pour combattre l'inflation persistante, le coût du service de ce énorme fardeau de la dette a augmenté de façon spectaculaire. Cela crée une compression douloureuse. Des paiements mensuels plus élevés au moment même où l'inflation comprime déjà les budgets des ménages. Avant de continuer, veuillez lire la clause de non-responsabilité complète dans la description de la vidéo ci-dessous. Cette vidéo est à des fins de divertissement et d'éducation uniquement.
Rien de ce qui est partagé n'est un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier agréé. Maintenant, continuons. Le rêve américain de la propriété immobilière s'est transformé en cauchemar financier pour beaucoup. Le marché du logement a atteint un point où l'accessibilité s'est détériorée à des niveaux non vus depuis des générations. La combinaison de prix de maisons élevés et de taux hypothécaires plus élevés a créé un environnement particulièrement difficile. Considérez que le prix médian d'une maison aux États-Unis a augmenté de plus de 50% depuis 2019, tandis que les taux hypothécaires ont à peu près doublé par rapport au creux de la pandémie. Pour la perspective, voyons ce que cela signifie pour un acheteur immobilier typique. En 2021, une famille achetant une maison au prix médian avec un acompte de 20% et un taux hypothécaire de 3% aurait eu un paiement du principal et des intérêts mensuels d'environ 1 350 $. Aujourd'hui, cette même maison, maintenant 15 à 20% plus chère, avec un taux hypothécaire de 6 à 7%, se traduit par un paiement mensuel plus proche de 2 400 $. C'est une augmentation de près de 80% du coût mensuel de la propriété immobilière. Ce changement dramatique d'accessibilité a créé plusieurs dynamiques dangereuses. Premièrement, des millions de propriétaires existants qui ont bloqué des taux bas entre 2020 et 2022 sont maintenant effectivement piégés dans leur maison. Ils ne peuvent pas déménager sans prendre un paiement hypothécaire beaucoup plus élevé, même s'ils doivent se relocaliser pour des raisons d'emploi ou familiales. Cette mobilité réduite réduit l'efficacité économique et empêche les gens de poursuivre de meilleures opportunités. Deuxièmement, les premiers acheteurs se trouvent dans une situation quasi impossible. Beaucoup sont forcés de dépasser les limites financières raisonnables pour acheter des maisons, les laissant vulnérables à tout revers économique. D'autres sont complètement exclus de la propriété immobilière, retardant potentiellement la formation des familles et manquant ce qui a été historiquement un véhicule principal pour construire la richesse en Amérique. Troisièmement, la pression des coûts du logement force de nombreux ménages à contracter une dette de consommation supplémentaire pour joindre les deux bouts. Quand 40 à 50% du revenu va au logement, les familles se tournent souvent vers les cartes de crédit ou les prêts personnels pour couvrir les dépenses inattendues ou même les coûts ordinaires. Je suis particulièrement préoccupé par ce qui se passe si nous connaissons même un ralentissement économique modéré. Contrairement à 2008,
Quand de nombreux propriétaires avaient des hypothèques à taux ajustables qui se réinitialisaient à des taux plus élevés, les propriétaires d'aujourd'hui ont principalement des hypothèques à taux fixe. Cela fournit une certaine protection contre la hausse des taux pour les hypothèques existantes. Cependant, de nombreux acheteurs récents se sont étirés pour s'offrir des maisons au prix et taux d'aujourd'hui. Ils ont des tampons financiers minimes pour supporter les pertes d'emploi ou les réductions de revenus. De plus, des millions d'Américains qui ont acheté des maisons entre 2020 et 2022 avec des acomptes minimes pourraient se retrouver sous l'eau si les prix des maisons baissent même modérément par rapport aux niveaux actuels. Chez Berkshire Hathaway, nous possédons plusieurs entreprises liées au logement, de Home Services of America, l'un des plus grands courtiers immobiliers du pays, à plusieurs meubles et entreprises d'ameublement intérieur, comme Nebraska Furniture Mart. Nous voyons de première main comment les défis d'accessibilité au logement affectent le comportement des consommateurs et l'économie plus large. La crise de la retraite, la catastrophe financière imminente de l'Amérique. Au-delà des défis immédiats de la dette et de l'accessibilité au logement, Buffett est profondément préoccupé par la crise imminente de la retraite en Amérique. La convergence des changements démographiques, des changements dans les systèmes de pension et de l'épargne personnelle inadéquates a créé une situation où des millions d'Américains font face à un désastre financier potentiel dans leurs dernières années. Le paysage de la retraite a changé dramatiquement au cours de ma vie. Quand j'étais jeune, de nombreux Américains travaillaient pour un seul employeur pendant des décennies et recevaient des pensions à prestations définies qui offraient un revenu garanti à vie. Les prestations de sécurité sociale étaient relativement plus généreuses par rapport aux revenus avant la retraite et les frais de santé représentaient un pourcentage plus petit des budgets des retraités. Aujourd'hui, les pensions traditionnelles ont largement disparu du secteur privé. La plupart des travailleurs dépendent désormais des régimes 401(k) ou similaires à contribution définie, où le risque de placement incombe entièrement à l'individu. Malheureusement, les données montrent que la plupart des Américains ont une épargne retraite terriblement inadéquate. Selon des études récentes, le solde de compte de retraite médian pour les Américains approchant la retraite, âgés de 55 à 64 ans, est d'environ 120 000 $. Cela peut sembler beaucoup, mais cela ne générerait qu'environ 400 à 500 $ par mois de revenus de retraite durables. Ajoutez la sécurité sociale qui s'élève en moyenne à environ 1 800 $ par mois pour les retraités actuels et vous regardez environ 2 300 $ par mois.
à peine assez pour maintenir un style de vie de classe moyenne, particulièrement compte tenu des frais de santé à la retraite. Ce qui rend cette situation potentiellement catastrophique, c'est que nous nous approchons d'une falaise démographique. La génération des baby-boomers, née entre 1946 et 1964, est maintenant en plein âge de la retraite. Cette génération massive vit plus longtemps que les générations précédentes, souvent jusqu'à 80 et 90 ans, créant une période de retraite beaucoup plus longue à financer. En même temps, la population en âge de travailler qui soutient les retraités par la sécurité sociale et Medicare croît beaucoup plus lentement. Cet déséquilibre démographique exerce une pression énorme sur nos systèmes de retraite et mènera probablement à des ajustements douloureux des prestations, des âges d'admissibilité ou des taux d'imposition. Je suis particulièrement préoccupé par ce qui se passe quand des millions d'Américains, avec une épargne inadéquate, épuisent leurs actifs limités. Nous voyons déjà des tendances troublantes, telles que des niveaux d'endettement rapidement croissants chez les aînés et une augmentation des dépôts de bilan par les Américains âgés. Sans changement de politique important ou des augmentations spectaculaires des taux d'épargne personnelle, nous nous dirigeons vers une situation où des millions d'Américains âgés feront face à une détresse financière grave. L'aspect le plus troublant de cette crise de la retraite est qu'il s'agit d'un désastre au ralenti. Contrairement à un krach boursier ou une crise bancaire qui se produit soudainement et force une action immédiate, le déficit de financement des retraites se développe graduellement au cours des décennies. Ce manque d'urgence dramatique rend plus facile pour les individus et les décideurs de différer la résolution du problème, même alors qu'il grandit et devient plus insoluble. L'explosion des coûts de santé, la toxicité financière de la médecine. Si vous voulez identifier un seul facteur qui pourrait mener à la faillite des millions d'Américains, les coûts de santé seraient en haut de ma liste. Le système de santé américain, tout en produisant de nombreuses avancées médicales extraordinaires, est devenu financièrement toxique pour de nombreuses familles. Les dépenses de santé représentent maintenant près de 20% du PIB américain, beaucoup plus élevé que dans toute autre nation développée. La famille américaine moyenne dépense maintenant plus de 22 000 $ annuellement en primes d'assurance maladie, franchises et dépenses de poche. Cela représente près de 30% du revenu du ménage médian. Ce qui rend les coûts de santé particulièrement dévastateurs est leur imprévisibilité. Même les Américains avec une bonne assurance peuvent faire face à une ruine financière due à une maladie grave
ou à un accident qui entraîne des franchises élevées, des frais hors réseau ou des traitements non couverts par leur régime d'assurance. La dette médicale est devenue la principale cause de faillite personnelle aux États-Unis. Les études indiquent qu'environ les 2 tiers de tous les dépôts de bilan ont une composante médicale affectant les Américains de tout le spectre socio-économique. Même les familles de classe moyenne avec une assurance maladie peuvent être financièrement dévastées par une condition médicale grave. La situation devient encore plus préoccupante quand nous examinons les besoins de soins de longue durée. Medicare ne couvre pas la plupart des services de soins de longue durée et les coûts sont vertigineux, souvent dépassant 100 000 $ annuellement pour les soins en maison de retraite. Peu d'Américains ont une assurance soins de longue durée et la couverture Medicaid exige essentiellement d'épuiser d'abord tous les actifs. Charlie Munger, mon partenaire commercial de longue date, décédé en fin 2023, avait l'habitude de dire que la santé était le ver solitaire de la compétitivité économique américaine. Ce ver solitaire continue de croître, consommant une portion de plus en plus grande des budgets des ménages, des profits des entreprises et des dépenses gouvernementales. Sans réforme fondamentale pour résoudre à la fois les coûts unitaires et les modes d'utilisation dans les soins de santé américains, les frais médicaux continueront à être un moteur principal de l'insécurité financière et de la faillite pour des millions d'Américains. La classe moyenne vulnérable, la fondation économique en danger de l'Amérique. Bien que les pressions économiques affectent les Américains dans tout le spectre des revenus, Buffett considère la classe moyenne comme particulièrement vulnérable aux forces convergentes menaçant la stabilité financière. Autrefois l'épine dorsale de la prospérité américaine, la classe moyenne fait maintenant face à des défis uniques qui pourraient pousser des millions à la faillite. La classe moyenne américaine a longtemps été le moteur de notre force et de notre stabilité économique. Ce sont les familles travailleuses qui peuplent nos communautés, staffent nos entreprises et incarnent le rêve américain de mobilité ascendante par l'éducation et l'effort. Aujourd'hui, cependant, ce segment vital de notre société est pris dans un étranglement financier de plus en plus intenable. D'un côté, ils font face à une croissance salariale stagnante qui n'a pas suivi l'inflation dans les principales catégories de dépenses, comme le logement, les soins de santé et l'éducation. De l'autre côté, ils connaissent l'érosion de nombreuses protections financières traditionnelles. Les pensions à prestations définies, l'assurance maladie fournie par l'employeur et les emplois manufacturiers qui soutiennent les familles.
Ce qui rend les Américains de classe moyenne particulièrement vulnérables à la faillite, c'est qu'ils ont généralement juste assez de revenus et d'actifs pour contracter une dette importante, mais pas assez de coussins financiers pour supporter des revers économiques sérieux. Ils sont trop riches pour se qualifier pour de nombreux programmes de filet de sécurité sociale, mais trop constraints financièrement pour construire des fonds d'urgence adéquats ou une épargne retraite. Considérez une famille de classe moyenne typique gagnant le revenu du ménage médian d'environ 75 000 $. Après impôts, coûts de logement essentiels, primes d'assurance maladie, frais de transport et nécessités de base, il y a peu de choses laissées pour épargner ou investir. Ajoutez l'attente d'aider aux coûts d'éducation des enfants, et de nombreuses familles se retrouvent à vivre chèque à chèque, malgré des revenus apparemment respectables. Cette précarité financière signifie que même des revers temporaires, une perte d'emploi, une urgence médicale ou une réparation majeure à la maison peuvent rapidement se transformer en spirale de dette qui mène finalement à la faillite. Les tampons financiers traditionnels de la classe moyenne ont été vidés, laissant des millions de familles à une crise près du désastre financier. Chez Berkshire Hathaway, nous possédons des entreprises qui servent les Américains de tout le spectre économique. De Gispeney Insurance à Nebraska Furniture Mart, de Dairy Queen à Clayton Homes, nous interagissons quotidiennement avec les consommateurs de classe moyenne. La pression financière sur ces familles impacte directement nos entreprises et nous voyons des signes préoccupants de stress et de comportement des clients. Je suis particulièrement préoccupé par la dépendance croissante à la dette pour maintenir les normes de vie de classe moyenne. Les soldes des cartes de crédit ont atteint des niveaux records, dépassant 1 billion de dollars au niveau national. Les services achetés maintenant, payés plus tard, ont explosé en popularité, permettant essentiellement aux gens de financer les achats quotidiens. Les prêts automobiles s'étendent maintenant régulièrement à 72 ou 84 mois, car les véhicules sont devenus moins abordables. Ces fardeaux de dette laissent les familles avec peu de flexibilité pour naviguer dans les défis financiers. Le séisme de l'emploi, la refonte technologique du travail et des salaires. Une des menaces les plus importantes et sous-estimées pour la sécurité financière des Américains est la transformation accélérée du marché du travail. Nous vivons une révolution technologique qui change fondamentalement la nature du travail, éliminant certaines catégories d'emplois tout en créant d'autres, et changeant les compétences requises pour le succès économique. L'intelligence artificielle,
L'automatisation et la numérisation avancent à un rythme sans précédent. Ces technologies offrent un énorme potentiel pour augmenter la productivité et créer de nouvelles industries. Cependant, elles perturbent également les modes d'emploi traditionnels et peuvent laisser de nombreux travailleurs déplacés. J'ai toujours été fondamentalement optimiste quant au progrès technologique. Tout au long de l'histoire américaine, les révolutions technologiques, du moteur à vapeur à l'électricité aux ordinateurs, ont finalement créé plus de prospérité et de meilleurs emplois qu'elles n'ont détruits. Mais ces transitions n'ont jamais été indolores et la transformation actuelle semble se produire plus rapidement que les précédentes. Plusieurs aspects du paysage de l'emploi d'aujourd'hui m'inquiètent. Premièrement, de nombreux emplois à compétences moyennes qui offraient une stabilité financière aux travailleurs sans éducation avancée disparaissent. Les emplois manufacturiers, de secrétariat et certains emplois du secteur du commerce de détail et des services ont été particulièrement affectés par l'automatisation et la numérisation. C'étaient des emplois qui permettaient aux travailleurs ayant une éducation secondaire ou une formation professionnelle de gagner des salaires capables de soutenir un style de vie de classe moyenne. Deuxièmement, les nouveaux emplois créés exigent souvent des compétences différentes et sont fréquemment situés dans des zones géographiques différentes de celles où les emplois sont éliminés. Cette inadéquation spatiale et de compétences rend les transitions difficiles, particulièrement pour les travailleurs en milieu de carrière, ayant des liens communautaires et des responsabilités familiales qui limitent la mobilité. Troisièmement, nous voyons une volatilité accrue de l'emploi et l'érosion de la sécurité d'emploi traditionnelle. La croissance de l'économie des tâches ponctuelles, du travail contractuel et des pratiques de personnel juste à temps ont créé une imprévisibilité des revenus pour de nombreux travailleurs. Cette imprévisibilité rend la planification financière plus difficile et augmente le risque de crise financière quand le revenu baisse temporairement. Quatrièmement, la croissance des salaires a été inégale selon les niveaux de compétences et les industries. Bien que les travailleurs hautement qualifiés dans la technologie, les soins de santé, la finance et d'autres secteurs en croissance aient vu des gains de revenus importants, de nombreux travailleurs à compétences moyennes et faibles ont connu une stagnation salariale après ajustement pour l'inflation. Ces perturbations du marché du travail contribuent de manière significative au risque de faillite pour des millions d'Américains. Les périodes de chômage ou de sous-emploi peuvent rapidement épuiser les économies et mener à l'accumulation de dettes.
Combiné aux obligations financières fixes que de nombreux ménages portent, hypothèques, paiements automobiles, prêts étudiants, même les interruptions temporaires de revenus peuvent déclencher une crise financière. Chez Berkshire, nous employons plus de 380 000 personnes dans nos différentes entreprises. Nous voyons de première main comment les besoins de la main-d'œuvre évoluent et les défis que de nombreux travailleurs face à l'adaptation aux exigences de compétences en évolution. Nous avons essayé d'être des employeurs responsables offrant des emplois stables avec des prestations raisonnables, mais même nos entreprises doivent s'adapter aux réalités technologiques et concurrentielles. Je crois que nous entrons dans une période où la flexibilité de carrière, l'apprentissage continu et les multiples sources de revenus deviendront de plus en plus nécessaires pour la sécurité financière. Le modèle traditionnel d'une carrière linéaire avec un seul employeur ou même dans une seule industrie devient moins courant. Cela exige une approche différente à la planification financière et à la gestion des risques que celle que de nombreux Américains ont historiquement utilisée. Le filet de sécurité gouvernementale s'effiloche sous la pression. Un arrêt critique contre la catastrophe financière a traditionnellement été les divers programmes de filets de sécurité gouvernementaux. Cependant, Buffett voit ces systèmes subir une pression croissante, alors que les changements démographiques, les coûts croissants et l'impasse politique menacent leur durabilité à long terme. Pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'ai observé le filet de sécurité sociale américain s'étendre et se renforcer. Des programmes comme la sécurité sociale, Medicare, Medicaid, l'assurance chômage et diverses initiatives d'assistance ciblée ont fourni une protection essentielle contre les pires résultats financiers pour des millions d'Américains. Ces programmes reflètent un pacte social, une compréhension que bien que nous valorisons l'initiative individuelle et la responsabilité, nous reconnaissons également que les circonstances au-delà du contrôle individuel peuvent créer une détresse financière dévastatrice. En tant que société, nous avons décidé de fournir certaines protections de base contre l'indigence et la vieillesse, les frais médicaux catastrophiques ou la perte d'emploi temporaire. Aujourd'hui, cependant, ces programmes essentiels du filet de sécurité font face à des défis sans précédent. Premièrement, les réalités démographiques mettent à strain la sécurité sociale et médicaire. Quand la sécurité sociale a commencé dans les années 1930, il y avait environ 42 travailleurs pour chaque retraité. Aujourd'hui, ce ratio est tombé à environ 2,8 travailleurs par bénéficiaire et on projette qu'il baissera encore à mesure que la population vieillit.
Des pressions démographiques similaires affectent Medicare. Deuxièmement, les coûts de santé continuent de croître plus rapidement que l'inflation générale ou la croissance économique, mettant une énorme pression sur les budgets de Medicare et Medicaid. Sans contention de coûts significative, ces programmes nécessiteront soit un financement considérablement plus élevé, soit des réductions importantes des prestations. Troisièmement, la position budgétaire globale du gouvernement fédéral s'est détériorée de manière significative. Avec la dette fédérale dépassant 35 milliards de dollars, environ 125% du PIB, et les déficits annuels projetés à augmenter, la capacité financière à maintenir ou développer les programmes du filet de sécurité est de plus en plus restreinte. Quatrièmement, la polarisation politique a rendu la réforme réfléchie de ces programmes extraordinairement difficile. Plutôt que de résoudre les défis de financement par des ajustements mesurés et graduels, nous risquons des changements abrupts motivés par une crise qui pourrait laisser les Américains vulnérables avec une protection inadéquate. L'effilochage potentiel de ce filet de sécurité augmente de manière significative le risque de faillite pour des millions d'Américains. Sans des programmes d'assurance sociale fiables, même des revers financiers relativement mineurs pourrait s'aggraver en catastrophe financière pour ceux qui vivent près du bord économique. J'ai longtemps été en faveur d'un système fiscal progressif où ceux qui bénéficient le plus du système économique américain, y compris moi-même, paient un pourcentage plus élevé de leurs revenus en impôts. Mais la politique fiscale seule ne peut pas résoudre les défis structurels auxquels nos programmes du filet de sécurité font face. Nous avons besoin de réformes réfléchies qui assurent la durabilité de ces programmes, tout en protégeant leurs fonctions essentielles de prévention de l'indigence parmi les personnes âgées, les personnes handicapées et les chômeurs temporaires. Qui est le plus à risque? Bien que les menaces financières que j'ai décrites affectent les Américains au sens large, certains groupes font face à des risques de faillite particulièrement aigus dans l'environnement actuel. Comprendre ces vulnérabilités peut aider les individus à évaluer leur propre situation plus précisément. Premièrement, les propriétaires pauvres en trésorerie, particulièrement ceux qui ont acheté au prix maxima avec des acomptes minimaux, font face à un risque significatif. Si les marchés du logement se corrigent même modérément par rapport aux niveaux actuels élevés, beaucoup d'acheteurs récents pourraient se retrouver en dessous de zéro sur leurs hypothèques. Combiné aux paiements mensuels élevés qui compressent les budgets, toute interruption de revenus pourrait rapidement mener à une pression financière insoutenable. Deuxièmement, les individus avec une dette à taux variable
font face à des obligations de paiement croissantes à mesure que les taux d'intérêt ont augmenté. Les utilisateurs de cartes de crédit portant des soldes, les emprunteurs avec des lignes de crédit sur valeur nette d'une maison, les HELOC, et ceux avec des hypothèques